shit. Hey, comment ça va tout le monde? J'ai fait beaucoup de tournages cette semaine pour ma chaîne YouTube. On met mes petites vidéos beauté. Et là, cette semaine, ça va être que du montage avec en même temps le montage des rediffusions des streams. Donc c'est cool. Donc c'est cool, je vais pouvoir passer ma semaine tranquille sur mon PC à bosser. Et puis ce soir, j'avais trop hâte. J'avais trop hâte. En fait, c'est mes streams, hein, mais c'est moi qui en deviens accro. C'est moi, je suis accro, tu sais. Genre, putain, vendredi, j'étais là. On a arrêté le stream et tout. D'ailleurs, big stream. C'était incroyable, encore une fois. Et puis je me dis, putain, encore 2 jours. Encore 2 jours et on est encore en stream. Et je disais à Mehdi, putain, je suis en train de me tâter, de rajouter un stream dans la semaine. Hein. Je vous le dis sincèrement, hein. J'ai envie de rajouter un stream supplémentaire dans la semaine. Oh, petit chat, désolé pour toi. Oh, je suis désolée. Mon pauvre. Mais écoute, ici, on va essayer de te remonter le moral. Bienvenue dans la navette. Ah non. Je suis désolée. En fait, je l'ai invité à dormir. Et en allant aux toilettes, quand je suis revenue, je l'ai vu en train de avec mon frère. Enfin, mon frère. Non, c'est un prank. Dites-moi que c'est un prank, s'il vous plaît. Du coup, j'ai préféré la quitter. Mais attends, non, attendez, c'est du sérieux là? Mais bien sûr que t'as fait le bon choix, frère. Mais t'es un ouf ou quoi? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur la chronologie des événements. Non, ok, là, ça va un petit peu trop loin. Oulala. Mais ça va pas ou quoi? Mais dis-nous que t'es en train de nous pranker, parce que là, c'est du n'importe quoi. Comment ça, ton frère, il va partir au ciel, tu vas le tuer? Mon frère a pris plus de plaisir que moi, alors que normalement, c'est moi qui devais le prendre dans cette soirée. Et j'étais pas préparée à gérer un truc pareil, moi. Ma parole, je suis un radar pour ces histoires, je vous jure. On se regarde la vidéo de Maria? Je vous partage mon écran? Allez, c'est parti, let's go. Ah, si vous entendez du bruit, c'est Bengal. Qui est où d'ailleurs? Ah, il est dans sa petite cabane là-bas qui est en train de ronfler ou de faire un cauchemar, je sais pas. Donc la vidéo, c'est la vie magique et dramatique de la diva, Mariah Carey. Déjà, on met un petit like pour la force. Depuis les années 90, Mariah Carey a su s'imposer dans le monde entier grâce à sa voix en or, mais aussi grâce à son tempérament de feu. En plus d'être dans nos cœurs la reine de Noël, d'après le livre des records, c'est aussi la chanteuse suprême. C'est la plus grande vendeuse féminine d'albums aux États-Unis. Elle a le record du nombre de titres placés à la première place. C'est aussi la seule à en avoir placé sur 4 décennies. Mais ce que peu de gens savent, c'est à quel point la route vers le succès n'a pas été simple pour Maria. Mais aujourd'hui, vous allez tout savoir. On va revenir sur ce qui a marqué sa vie et sa carrière. Asseyez-vous bien confortablement parce que c'est un vrai film plein de rebondissements qui ressemble parfois même à un petit conte Disney, mais dans lequel on n'est pas certain que la fin sera positive. Je vous en dis pas plus et on commence tout de suite avec le commencement, l'enfance de Maria. Mariah Carey est née à Huntington, aux États-Unis, le 27 mars 1969 ou 1970. Impossible de savoir l'année exacte parce que la star refuse de donner son année de naissance. No, I don't have birthdays, I only have anniversaries, so it doesn't count. Son père était un ingénieur en aéronautique Genre, personne connaît la vraie année de naissance de Mariah Carey? d'origine afro-américaine et vénézuélienne. Sa mère, quant à elle, était une professeure de chant et chanteuse d'opéra irlandaise. Elle est la petite dernière de sa famille, son grand frère Morgan a environ 12 ans de plus qu'elle, et sa grande sœur Allison est d'environ 10 ans son aînée. Elle aura une relation désastreuse avec ces derniers au fil des années, on reviendra dessus plus tard. Qu'on se remette un peu dans le contexte des années 1960 et 70, le racisme était très présent aux États-Unis, et particulièrement dans le quartier à dominante blanche, dans lequel vivaient les Carrés. Le couple mixte que formaient ses parents, une union interraciale rare à l'époque, suscite la désapprobation du voisinage. Quand ils se baladent ensemble, le père restait à une distance de plusieurs mètres pour ne pas attirer la haine. Mais malgré leur tentative de discrétion, la famille vit de nombreux drames et agressions, la plus marquante d'entre elles étant un tir de pistolet sur la vitre de leur salle à manger alors que la famille était en train de dîner. Heureusement, Wesh, les États-Unis, c'est un délire quand même. Comment tu peux avoir la rage comme ça? Le racisme aux États-Unis, c'est un délire. C'est vraiment un truc de ouf. C'est le Far West. Carrément, leur père, il marchait à quelques mètres d'elle et tout pour pas susciter la haine des gens.
Et carrément, on leur a tiré dessus dans la salle à manger pendant qu'ils étaient en train de manger. Mais à quelle heure? Qu'est-ce qui t'anime pour en arriver là? Franchement, vraiment, les racistes, il va falloir vraiment, mais vraiment qu'on m'explique ce qui se passe dans leur tête, quoi. Comment tu peux avoir la haine comme ça? C'est trop. Ouais, elle ressemble de ouf à son père, hein. Elle ressemble de ouf à son daron. Il n'y a pas eu de blessés, mais ça témoigne bien du climat pesant dans lequel vivait leur famille. Cette pression que le couple subissait au quotidien a finalement raison de leur relation. Ils se séparent alors que Maria n'est âgée que de 3 ans. Allison et Morgan partent vivre avec leur père, tandis que Maria reste avec sa mère qui voyait déjà du potentiel dans la voix de son troisième enfant. Son métissage l'amènera à subir un racisme des blancs, mais aussi le colorisme des noirs. Sa propre grand-mère maternelle la renie car elle est la fille d'un homme noir. Alors forcément c'est difficile pour la petite Maria de trouver sa place. Pourtant, selon ses frères et sœurs, Maria a clairement la belle vie. Elle n'a pas vécu la décennie qu'ils ont eue à vivre avec une mère blanche et un père noir, et elle ne vit pas avec un père noir. Ils sont jaloux de la situation de leur petite sœur. Son grand frère est violent avec elle et avec sa mère. À l'âge de 6 ans, Maria appelle la police pour dénoncer son frère qui était en train de frapper sa mère. Sa mère refera sa vie avec un homme violent qui a même menacé de les tuer toutes les deux avec une arme pointée sur elle quand la mère de Maria voulait le quitter. « Je ne vous laisserai pas partir. Je vais vous faire la peau et vous mettre dans le réfrigérateur et vous laisser là. Nous nous sommes sauvés à toute vitesse avant de fuir en voiture. » Donc la chanteuse dans son autobiographie. Et À let's 12 go. ans, sa sœur aînée Allison lui fait infliger des brûlures au 3e degré et la drogue au Valium et à la cocaïne, pour ensuite la laisser dans une voiture avec un homme. L'homme l'embrasse de force, Maria crie, elle est secourue par un passant témoin de la situation. Au collège, elle se fait harceler très violemment à cause de son métissage. Un groupe de camarades l'a emmenée au milieu de nulle part pour l'agresser physiquement tout en l'injuriant d'insultes raciales. Un passé vraiment très difficile. Oh là là. Et Maria reste fière et intériorise année après année tous les drames qu'elle subit par ses camarades et par sa propre famille. Une adolescente timide qui aime la musique. Une fois adolescente, elle est décrite comme timide par les gens qui la côtoient. Elle développe une passion pour la musique soul et le rhythm and blues. Durant ses années de lycée, elle sèche pour assister à des cours de musique et écrire ses propres chansons. C'est un moyen pour elle d'extérioriser ses traumatismes d'enfance de manière artistique. Encouragée et aidée par sa mère, elle débute sa carrière en chantant dans des bars locaux. Pourtant, très vite, sa mère ne voit pas le talent grandissant de Maria d'un très bon œil. Elle, qui malgré tous ses efforts n'a jamais eu de carrière à proprement parler, devient jalouse de sa propre fille. Elle passe son Waouh. temps à la rabaisser. C'est quoi cette famille de zinzin? C'est un délire quand même. Jusqu'à sa mère, elle s'est retournée contre elle. Pauvre Maria. C'est très douloureux pour Maria qui confiera « La jalousie quand on est célèbre, c'est inévitable, mais quand ça vient de ta propre mère, alors là, c'est très douloureux. » En Tu 1987, m'étonnes. son diplôme de fin d'études secondaires en poche, elle part vivre à Manhattan avec 3 copines et continue de prendre des cours de chant tout en cumulant différents jobs. D'abord serveuse, puis employée dans un salon de beauté, pour être ensuite hôtesse d'accueil, elle décroche en parallèle un poste de choriste pour la chanteuse portoricaine Brenda Kestar, qui voit en elle immédiatement un réel talent. Brenda la présente à Tommy Mottola, patron de Columbia Records, Ah, Motola. Tiens, tiens, tiens. Il est là, Motola. Le fameux. puis de Sony Music, lors d'une soirée. Maria en profite pour lui donner sa bande démo, il l'écoute en rentrant chez lui dans sa limousine. Il est directement stupéfait par ce qu'il entend. Il fait même demi-tour pour retrouver Maria. Mais trop tard, l'oiseau s'est déjà envolé. Il la cherche pendant 2 semaines sans succès, puis la retrouve par le biais de Brenda Kestar et lui fait signer un contrat pour ses premiers albums en présence de sa mère puisque Maria était encore mineure. L'entrée dans le game qui tue. Mottola tombe immédiatement amoureux de Maria qui a 20 ans de moins que lui. Il s'implique personnellement dans son travail pour son premier album en l'assistant de ses meilleurs musiciens pour créer de nouvelles chansons et rendre plus commerciales les chansons qu'elle écrit. Il fait d'elle la priorité de son label. Plus d'$1 million sont investis en promotion de l'album. L'album se nommera noblement Mariah Carey et sortira l'année suivante. Ce sera un immense succès. Le monde est impressionné par Maria qui allie la technique vocale d'opéra dans un genre pop et R&B. Autre chose fascine les médias, sa couleur de peau. Une chanteuse blanche qui chante comme une noire, pouvait-on entendre d'un journaliste du Times.
Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Une chanteuse blanche qui chante comme une noire. Mais, mais la voix n'a pas de couleur, monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Et ça, c'est journaliste dans The New York Times. Ah d'accord. Ah, ok. Mais dis donc. Une blanche qui s'est chantée, en lire dans le magazine Playboy, et Maria ne les avait à l'époque pas contredits. Et pour cause, son manager voulait pour des raisons marketing qu'elle ait une image de jolie fille, sage et blanche. Waouh. C'est un délire quand même. C'est un délire. Le premier tube, Vision of Love, que Maria avait commencé à écrire alors qu'elle était au lycée, atteint la première place des ventes américaines pendant un mois. Le grand public y voit une chanson d'amour, mais elle parle plutôt de son passé, des obstacles qu'elle a endurés, de sa foi et de son ambition quand on regarde d'un peu plus près les paroles. 3 autres tubes de ce même album atteindront également la première place des charts. L'album sera quant à lui numéro 1 pendant 11 semaines. Alors là, qu'on soit bien d'accord, c'est une entrée dans le game plus que réussie pour Mariah Carey. Elle remportera 2 Grammy. Elle enchaîne l'année suivante avec son deuxième album, Emotion. Elle s'ouvre vers le gospel et la dance pop, en plus du soul, de la pop et du R&B habituel. C'est encore un succès, bien qu'il marchera bien moins que son prédécesseur, il confirmera le statut de la star grandissante qui ajoutera également le titre Emotion à sa liste de classiques. L'album de tous les records et l'album inattendu. C'est vrai que Mariah Carey, elle a une beauté de malade mentale, hein. Vraiment. Elle a un charme unique. Unique. Vraiment. Après un album live qui confirme ses talents vocaux et sa voix capable de couvrir 5 octaves et 4 notes, elle se marie avec son producteur et manager Tommy Mottola en 1993. Dans cette même année, elle réalise l'album de tous les records, Music Box, porté par les tubes Hero et Without You. Il se vendra à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui fait de lui l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Alors qu'elle multiplie les records dans la musique, Maria veut prouver qu'elle est plus qu'une pop star avec son 4e album, un album de Noël. Il est composé de reprises de musique de Noël, mais aussi de musique originale comme All I Want for Christmas qu'elle a écrit en seulement 15 minutes. Elle s'était laissée envahir par les sentiments qu'elle avait à l'époque pour son manager de manière festive. Attendez. All I Want for Christmas is You. Donc, la fameuse chanson, c'est vraiment à elle. C'est elle qui l'a écrite. Mais tu m'étonnes qu'elle est milliardaire. C'est elle qui a écrit ce tube. Par contre, un peu marre d'entendre All I Want for Christmas à Noël. Le traumatisme. Oh putain. Tous les ans, on nous la décongèle. Mais moi, je savais pas que c'était elle qui l'avait écrite. Ma terreur nocturne, cette chanson. Moi, je trouve qu'elle met... Ouais, moi aussi, je trouve qu'elle met dans l'ambiance, en fait. C'est la chanson qui annonce le début des périodes de Noël, quoi. Ouais, la nana, elle fait son chiffre d'affaires de l'année en 1 mois. C'est un délire, hein. C'est un délire. Puis en plus, cette chanson, elle te rentre dans la tête, elle veut plus sortir après, hein. Puis avec son It's time. Elle a beaucoup écrit de ses titres, Maria, en réalité, mais on lui rend pas assez de crédit en tant qu'autrice. C'est ouf. Honnêtement, je savais pas du tout que c'était elle qui avait composé ce son. Je pensais que c'était juste l'interprète. Bravo. C'est un coup de génie, hein, quand même, hein. Elle s'était laissée envahir par les sentiments qu'elle avait à l'époque pour son manager de manière festive.
L'album rencontre un succès mitigé, à l'exception du Japon où il explose dans les charts dès la sortie d'All I Want for Christmas. Le film Love Actually sort en 2003 et comprend dans sa bande originale le tube All I Want for Christmas, ce qui donne une nouvelle jeunesse au tube. Maria multiplie ensuite les remixes, dont un avec Justin Bieber en 2013. Et c'est simple maintenant, depuis 2019, il ne cesse d'arriver en tête des charts pendant la semaine de Noël. Je ne crois plus à rien. C'est fini. L'année suivante, elle s'ouvre à un style plus hip-hop avec l'album Daydream. Le succès est encore une fois immense. Fantasy reste 2 mois en première place des ventes américaines avant d'être détrôné par Always Be My Baby et One Sweet Day, qui restera quant à lui 4 mois. Un exploit qu'elle sera la seule à avoir réalisé, jusqu'à Lil Nas X en 2019. Durant la production de l'album, Maria prend ses distances avec Tommy Mottola. Son producteur et mari était extrêmement possessif. Il contrôlait tout d'elle, son image, les musiques qu'elle écrivait, mais aussi les musiques qu'elle écoutait en voiture. Elle se sent de plus en plus étouffée par cette relation. Leur grande demeure à New York était pour Maria une prison dorée dans laquelle elle était surveillée par des caméras en l'absence de son mari. What? C'est interdit de faire ça? C'est interdit de faire ça? Mais de ouf, ce mec, il a une vraie mauvaise réputation, hein. Il a vraiment la réputation d'un être diabolique, manipulateur, sans cœur. C'est... T'imagines, tu mets ta... Encore que tu mettes des caméras dans ta baraque, genre, tu sais, à l'entrée, à l'extérieur et tout ça, par sécurité, je veux bien. Mais wesh, quand il était pas là, genre, il y avait des caméras partout dans la maison et il a surveillé. Mais c'est quel genre de contrôle de psychopathe, ça? Oui, MJ, exactement. Dans le react de Kanye West, il me semble, dans la vidéo de Kanye West... Ouais, dans la vidéo de Kanye West, il y avait des extraits hein, de MJ qui avait fait campagne, qui parlait justement que Mariah Carey était venue, lui avait dit c'est un être atroce, elle faisait que de pleurer, que Mottola était un être diabolique. Il y a même, il avait fait des campagnes et tout, hein, Michael Jackson. Hein. Il avait fait des campagnes. Et juste après, il a eu ces histoires d'agression sur le dos et il nous a quittés quelques années plus tard. Ouais, il avait sévèrement dénoncé Michael Jackson, tout à fait. Qui a mis en hôpital psychiatrique qui? Mottola, il a mis Mariah Carey en hôpital psychiatrique? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Oh là là, délire. Oh. Prison dorée dans laquelle elle était surveillée par des caméras en l'absence de son mari. Elle parvient à prendre ses distances avec ce manager possessif et fréquente très brièvement un certain joueur de baseball, Derek Jeter, alors qu'elle est encore mariée. C'est l'élément déclencheur qui la fait rompre avec son mari. Mais cette rupture n'est pas bien digérée par Mottola, qui la menace avec un couteau en présence d'amis. Heureusement qu'elle n'était pas toute seule avec lui. C'en est trop pour elle qui demande le divorce en 1997. Bien qu'elle n'était plus la femme du patron, l'artiste reste quand même liée à lui via Sony Music, au vu du contrat pour les albums à venir. Mais dès lors, elle ne sera plus la priorité du label et la guerre était déclarée de la part de Mottola. Elle sort l'album Butterfly, plus hip-hop que ses prédécesseurs. Elle évoque de manière plus ou moins subliminale son divorce. On y voit une Maria qui reprend le contrôle de son image et qui s'affiche plus sexy que jamais. Synonyme de liberté, elle le décrira comme son album préféré des années après. Le succès est au rendez-vous, son divorce et sa nouvelle image font parler d'elle. Mais les premières tensions apparaissent avec son label quand il refuse d'envoyer aux radios certaines musiques qu'elle voulait sortir en single. Divorce et fin de carrière anticipée. En 1998, alors qu'elle voulait sortir une compilation de ses chansons préférées d'un point de vue personnel, son label opte pour une approche plus commerciale avec une compilation de ses 13 chansons à avoir été numéro 1. La compil ne séduit pas vraiment le grand public et les 4 chansons inédites ne seront pas vraiment poussées par les radios. L'une de ces chansons étant quand même la collaboration avec Whitney Houston, qui fut quand même saluée par la critique et obtiendra l'Oscar de la meilleure chanson originale.
En 1999, elle continue dans le registre hip-hop avec Rainbow. Cependant, les critiques sont beaucoup moins bonnes. Elle est accusée de ne pas montrer d'originalité par rapport à Butterfly. Malgré le titre avec Jay-Z qui marche plutôt bien, l'album ne sera pas un énorme succès et disparaîtra assez vite. En fait, on lui a mis clairement des bâtons dans les roues. Ouais, tout bonnement. Y a pas à chipoter, hein. Elle a fait des dépressions. Ouais, c'est ça, il me semble, oui. Et même, elle a été diagnostiquée bipolaire. C'est en train de me revenir, là. Il me semble, ouais. Vite des charts. Les tensions s'aggravent entre MC et Sony Music. Pour certains médias, sa carrière touche à sa fin. Son label et surtout son ex-mari se rapprochent d'une nouvelle demoiselle, Jennifer Lopez. Elle devient la petite chouchou du label. C'est le début de la guerre entre les deux femmes, entretenue par les médias et les journalistes. D'ailleurs, Maria est la première à lancer les hostilités avec cette interview. Is first and foremost, it's a God-given talent that I'm grateful for. Her thing is something different. Und was ist mit J-Lo? I don't know. Die kenne ich nicht. Virgin qui voit une I don't know her. Moi aussi, j'aimais bien Rainbow. J'adorais même. La pochette, elle est iconique en plus. opportunité rachète Mariah Carey pour 20 millions de dollars à Sony Music. Maria, quant à elle, qui connaît sa valeur, n'accepte le deal qu'avec un chèque de 100 millions de dollars par Virgin. Le label millions, signe c'est alors rien. l'un des plus gros contrats de tous les temps pour les 5 albums à venir de la chanteuse. Mais ça sera aussi et surtout l'un des pires. Elle s'essaye au cinéma en 2001 avec le film Glitter, dans lequel elle écrit la bande originale. Mais certains de ses tubes qu'elle avait commencé à écrire quand elle était encore chez Sony ont été donnés à Jennifer Lopez par Tommy Mottola. Les samples qu'elle souhaitait utiliser sont aussi donnés à J.Lo. Le film est un énorme flop et pendant ce temps-là, J.Lo explose dans les charts. Ayant beaucoup moins de règles dans son nouveau label, elle enchaîne les bad buzz, avec notamment un genre de striptease dans une émission sur MTV alors qu'elle n'était même pas invitée. Pour les médias, elle est en total roue libre. Qu'est-ce qu'elle fait? Maria Carey a débarqué et a fait un striptease dans une émission de MTV dont elle n'était pas du tout invitée. Et en fait, je pense que c'est là où son cerveau il a câblé parce qu'elle subissait la pression de Mottola et en se servant de J.Lo pour l'attaquer en fait. Madame, il faut cesser. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en totale roue libre. C'en est trop pour Virgin qui avait pourtant tout misé sur elle. Il l'interne pour détresse morale. Tommy Mottola affirme que Maria était toujours instable psychologiquement. Elle refuse d'en parler à l'époque, mais elle est diagnostiquée comme bipolaire. Son label repousse la date de sortie de l'album au 11 septembre 2001, soit le jour du plus gros attentat sur le sol américain. Le monde n'était clairement pas d'humeur à danser sur les musiques de Glitter. Afida sort de ce corps. Oh putain, j'y crois pas. Date de sortie de l'album au 11 septembre 2001, soit le jour du plus gros attentat sur le sol américain. Le monde n'était clairement pas d'humeur à danser sur les musiques de Glitter. Au vu de son image qui se dégrade, les radios refusent de passer les musiques. Maria vit très mal toutes ces critiques. Elle La qui était pauvre. tant habituée à être au sommet tombe en grave dépression. Et cet état s'aggrave à la mort de son père, des suites d'un cancer. Vu l'âge de Maria qui avance et les petites nouvelles qui arrivent dans le game, Virgin ne veut plus de Maria et met fin au contrat pour la maudite somme de 28 millions de dollars quand même pour Maria. Contre toute attente, MC n'avait pas dit son dernier mot et n'était pas prête à prendre sa retraite pour revenir au C'est quoi ce montage? Maria en EHPAD. N'empêche, la pauvre, elle a vraiment pas eu de chance, hein. Oh là là. Il repousse la date et tout de la sortie de son album pour des problèmes psychologiques. Et la sortie, c'est le jour du 11 septembre. Oh la poisse, putain. Oh la poisse. MC n'avait pas dit son dernier mot et n'était pas prête à prendre sa retraite pour revenir au succès, et ce, à sa manière, en se comportant d'une manière assez inattendue avec sa nouvelle concurrence. Why are you so obsessed with me? On fait le point dans une deuxième partie si vous êtes partant parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.
Billboard Hot 100 #1 song, which is difficult to get. Not everybody has that. To their credit, to your credit, you did a great job. So Ah, il y a une partie 2. Moi, je l'ai pas vue. Attendez, il faut qu'on regarde la partie 2 alors. Donc là, on a regardé ça. Depuis les années Merde. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas la partie 2, les gars, putain. Ouais, même les commentaires, ils disent, ouais, il faut une partie 2, il faut une partie 2. Ouais, Nikki et Maria, elles peuvent pas se blairer. Mais il y a énormément de gens dans l'industrie qui peuvent pas se blairer Maria Carey, hein. C'est un vrai délire, hein. Attendez, on va taper Maria Carey. On va voir s'il y a une autre vidéo un peu plus dans le même délire. Qu'est-ce que je peux mettre comme mot-clé après Maria Carey? Oui, oui. À ce qui paraît, elle est horrible, mais moi, je vous le dis, hein, quand on l'a eu en tant que cliente au VIP pour sa soirée privée, franchement, elle était adorable, hein. Gros bisous, Sofade. Passe une bonne nuit. Ah, fait chier. Qu'est-ce que je pourrais mettre Maria Carey, une vie tourmentée. Vraie histoire de star. Vous voulez qu'on regarde ça? Ensuite, il y a pourquoi Maria Carey a-t-elle abandonné sa sœur souffrante? La querelle entre Eminem, Maria Carey et Nick Cannon. Bah écoutez, on peut se regarder ça. On commence par celle-là. Maria Carey, une vie tourmentée. Quand on n'a pas de quoi Et après, on regarde les suites. Pourquoi Maria Carey a-t-elle abandonné sa sœur? Et le bif là avec Eminem. Parce qu'il y a un vrai bif aussi avec Eminem, hein. Vous êtes ready? Je mets en plein écran. Tu sais que maintenant j'ai des propositions sur YouTube de la fame à force de regarder ici. Mais cette chaîne, elle est trop bien. Vous êtes ready? C'est bon? On regarde ça? Dites-moi quand c'est bon et je mets play. Mais j'ai fait le pacte. Merci, chat. Let's go. La route du succès n'est jamais facile à emprunter et peu de gens le comprennent mieux que la reine des divas, Mariah Carey. Sur le chemin qui l'a menée à remporter 5 Grammy Awards, 19 prix musicaux mondiaux et 8 records du monde, Mariah a dû faire face à sa part de drame. Si sa vie actuelle peut paraître brillante, la réalité est que la chanteuse de All I Want for Christmas vient d'un foyer marqué par la violence, la tromperie et le racisme. Dans cette vidéo, nous allons aborder le monde désordonné et chaotique de l'une des artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons Ouh, on a trouvé une nouvelle chaîne pépite là. Ouh là là. Ça me plaît, ça me plaît. dans l'univers de Mariah Carey. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Carey est née le 27 mars 1969 à Huntington, dans l'État de New York. Cadette d'une famille de 3 enfants, son enfance a été marquée par des tensions raciales tant au sein de sa famille qu'à l'extérieur.
La mère de Carey est une ancienne chanteuse d'opéra Bon, là, je pense qu'ils vont un petit peu refaire le même topo qu'on a vu. Hein. d'origine irlandaise, tandis que son père, ingénieur en aéronautique, est d'origine afro-américaine et vénézuélienne. À une époque où les relations biraciales étaient moins acceptées, la mère de Carey a été punie et reniée par sa famille pour avoir épousé un noir. La famille de Carey a dû faire face à d'autres discriminations alors qu'elle luttait pour s'intégrer dans la communauté majoritairement blanche de Huntington à New York. Les tensions sont devenues si fortes qu'un voisin a même décidé d'empoisonner le chien de la famille et de mettre le feu à leur voiture. Oula, il y a des histoires totalement différentes. Donc, alors, on leur a tiré dessus dans la salle à manger. Maintenant, ils ont empoisonné le chien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ils ont foutu le feu? Peu de temps après, les parents de Maria divorcent et elle perd le contact avec son père. La mère de Maria a plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de la famille et la future superstar se retrouve souvent seule à la maison. C'est pendant ces longues périodes de solitude que Maria Carey a commencé à s'intéresser à la musique en imitant sa mère dans l'opéra Rigoletto de Verdi en italien. Carey décrit son enfance comme une période où elle avait peur de grandir. Son frère était une personne extrêmement violente, tandis que sa sœur était une adolescente troublée et traumatisée, ce dont Carey dit avoir été consciente dès son plus jeune âge. Lors d'une interview accordée au Oprah Winfrey Show, l'animatrice interroge Carey sur sa relation traumatisante avec sa sœur aînée. Maria Carey, alors âgée de 51 ans, explique ceci. Lorsque j'avais 12 ans, ma sœur m'a drogué au Valium. Elle m'a donné de la cocaïne, elle m'a infligé des brûlures au 3e degré et elle a même essayé de me vendre à un proxénète. Oh, c'est quand même un sale délire à 12 ans. À 12 ans. Ça, c'était pas mentionné dans la vidéo précédente. 12 ans. Sa grande sœur a essayé de la vendre à un proxénète. Oui, du coup, maintenant, c'est son âge, oui, clairement. Même si elle refuse de le donner en interview, on n'est pas dupe. Hein. Je suis sûre que tu tapes Maria sur Wikipédia, on a sa date de naissance. Hein. Sacrée Maria. Lorsque l'animatrice lui a demandé pourquoi elle pensait que sa sœur avait agi de la sorte, elle a répondu ceci. En fait, nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous n'avons pas grandi ensemble. Lorsque je suis arrivé au monde, elle avait déjà subi des dommages à mon avis. Ils ont grandi avec l'expérience d'une famille composée d'un père noir et d'une mère blanche, alors que je vivais la plupart du temps avec ma mère, ce qu'ils considéraient comme plus facile. Merci, je suis hyper contente. En fait, ouais, il y a une certaine jalousie du fait que Maria vive avec sa mère qui était blanche, alors que ses frères et sœurs, eux, vivaient avec un parent noir et subissaient le racisme, en fait. Ça vient de là. Mais de là, quand même, à brûler au 3e degré et à essayer de la vendre à un proxénète, ta petite sœur, ça va pas ou quoi? Comme plus facile, mais en réalité ce n'était pas ce qu'ils considéraient comme plus facile. Mais en réalité ce n'était pas le cas, ils ont toujours pensé que ma vie était plus simple. Une vie simple, c'est quelque chose que Carey n'a pas eu, en grande partie à cause de son frère aîné brisé qui, selon elle, a introduit la violence et la colère dans leur foyer. Elle explique. J'étais une petite fille avec très peu de souvenirs d'un grand frère qui me protégeait. Le plus souvent... C'est son frère, ça? Je savais même pas qu'elle avait un frère, moi. Bisous, bisous. Passe une bonne nuit. J'avais l'impression que c'était moi qui devais me protéger de lui. Dans un récit bouleversant, Carey parle des sévices que son frère a infligés à sa mère et à son père pendant son enfance et revient en détail sur un de ces épisodes. Il a fallu 12 policiers pour séparer mon frère et mon père. Tous leurs grands corps d'hommes emmêlés comme un ouragan se sont écrasés bruyamment dans le salon. Pour la jeune Maria, assister à des relations aussi fracturées et violentes entre les adultes de sa famille n'a fait qu'embrouiller. Oui, oui, ils ont dit tout à l'heure dans la vidéo qu'elle avait un frère, mais ça me fait tilt en fait de me dire, mais genre je pensais qu'elle avait qu'une sœur. Ça me fait tilt en fait. Je me dis putain, je savais même pas qu'elle avait un frère. Genre il y a que depuis là qu'on regarde les vidéos en fait que je viens de l'apprendre quoi. Je savais pour sa sœur, mais pas pour son frère. Encore moins pour le personnage qu'il était. Hein. Et la chanteuse. Mais le comportement abusif de son frère ne s'est pas arrêté là. La chanteuse de Obsessed se souvenant d'un autre accès de violence de sa part, cette fois-ci entre Morgan et leur mère. Elle explique. Il a poussé ma mère avec une telle force que son corps s'est écrasé contre le mur, produisant un grand bruit de craquement. Dans ses mémoires, Maria expose également l'implication de son frère dans le trafic de drogue, affirmant que c'est sa mère qui lui a dit que Morgan vendait de la drogue, y compris de la cocaïne.
Très impliqué dans la vie nocturne de Manhattan, le frère de Mariah Carey a commencé à s'associer à un groupe de criminels et a probablement vu dans le trafic de drogue un moyen de se faire de l'argent supplémentaire. Et si le fait d'être un homme violent et un trafiquant de drogue n'était pas suffisant, Morgan va encore plus loin. Dans une déclaration au tribunal qui a fait l'effet d'une bombe, Carey a expliqué que son frère avait également été impliqué dans un complot de meurtre, qu'il avait admis avoir accepté un paiement pour ce travail et qu'il avait fini par témoigner dans une procédure judiciaire au sujet de ce complot. En langage normal, cela signifie que son frère a accepté de l'argent pour tuer quelqu'un. What? Mais quelle famille, mais quelle famille maudite? Mais quelle famille maudite? Oh, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Morgan nie les accusations portées par sa sœur contre lui, allant même jusqu'à la poursuivre en justice pour responsabilité et détresse émotionnelle. Malgré une vie familiale peu glorieuse, Carey a pu trouver du réconfort dans sa musique et son art. La pauvre. Elle a commencé à écrire des poèmes et des textes alors qu'elle fréquentait le lycée Harborfield, dont elle est sortie diplômée en 1987. Elle y gagne le surnom de Mirage car elle s'absente souvent de l'école pour travailler comme chanteuse de démos. La scène musicale de Long Island lui donne l'occasion de travailler avec des musiciens tels que Gavin Christopher et Ben Margulies. Peu après l'obtention de son diplôme, Carey quitte Long Island et se rend à New York. C'est là qu'elle fait ses premiers pas vers la célébrité en décrochant un contrat de choriste pour la chanteuse de freestyle Brenda K-Star. Malheureusement pour Carey, l'industrie musicale peut s'avérer dangereuse pour une jeune starlette et quelqu'un ne tarde pas à profiter de la chanteuse de 18 ans. Il s'agit du directeur de Columbia Records. Ah ouais, donc elle avait 18 ans quand elle s'est mise avec Motola, qui avait 20 ans de plus qu'elle. L'emprise, oh là là, mais quelle emprise! Tommy Mottola. Carey a rencontré Mottola alors qu'elle accompagnait Brenda Starr à une soirée organisée par des cadres du secteur de la musique en ville. Là, elle a remis sa cassette de démo à Mottola qui l'a écoutée pendant le trajet de retour en voiture. Mottola a immédiatement demandé au chauffeur de faire demi-tour, mais lorsqu'il est revenu à la soirée, Carey était déjà parti. La suite ressemble à une histoire de Cendrillon des temps modernes. Mottola passe 2 semaines à chercher la native de Long Island pour découvrir qu'un autre label l'a devancé et s'est montré intéressé par la voix unique de Carey. Une guerre d'enchères s'ensuivit et Mottola finit par l'emporter. Il s'est ensuite. Ça, c'est le schéma de quelqu'un qui est pas bien dans sa famille, mais totalement, totalement. C'est quand même un sacré délire, hein. Immédiatement attelé à la production du premier album de la chanteuse, l'autoproduit Mariah Carey. C'est pendant la production de son premier album que Mottola et Carey commencent à sortir ensemble et en 1993, ils se marient lors d'une somptueuse cérémonie d'un demi-million de dollars à l'église Saint-Thomas. Cette vie de liberté et d'excitation est rapidement remplacée par un sentiment d'emprisonnement et de contrôle. La jeune Carey a décrit dans ses mémoires le sentiment. La pauvre, elle pensait pouvoir s'échapper de cette famille chaotique. Et en fait, elle est retombée sur le même style de relation toxique, malsaine. Oh putain. C'est un truc de ouf quand même, hein. D'avoir été presque étouffé à mort pendant son mariage avec le directeur musical. Mottola, âgée de 44 ans, avait établi un ensemble de règles strictes auxquelles la chanteuse de 24 ans devait se conformer lorsqu'ils vivaient ensemble. Parmi les accusations les plus troublantes que la jeune chanteuse a formulées à l'encontre de son producteur de disques, on peut citer le fait qu'il surveillait chacun de ses mouvements à l'intérieur de leur maison à l'aide de caméras de sécurité à détection de mouvements. Il ne la laissait pas quitter la maison sans sa permission explicite et avait même engagé du personnel pour espionner la chanteuse lorsqu'elle n'était pas avec lui. Les choses ont vraiment dégénéré lorsque Mottola a passé un couteau à beurre le long de ses joues et de sa gorge en compagnie de 2 de ses amis lorsqu'il s'est rendu compte que leur mariage était terminé. Pour la jeune Carey, la célébrité a un prix. Bien qu'il ait joué un rôle déterminant dans les premiers succès de Carey, Mottola a avoué son comportement de tyran et considère son traitement vis-à-vis de la superstar comme justifié. Il explique : « Si j'ai donné l'impression de la contrôler, je m'en excuse. Étais-je obsessionnel ? Oui. Mais c'est aussi ce qui a contribué à son succès. » Malheureusement, la violence de Mottola ne s'est pas arrêtée au physique, Carey accusant son ex-mari d'être raciste à son égard. Elle explique : «
À partir du moment où Tommy m'a fait signer, il a essayé de me débarrasser de mon côté noir, tout comme Ah il ouais. l'a fait avec mon apparence. J'ai toujours eu l'impression qu'il voulait me convertir en artiste blanche mainstream. Carré poursuit en détaillant un autre épisode explosif racontant la fois où Motola, qui est lui-même blanc, est devenu fou de colère après que Carré ait fait l'éloge du rappeur et homme d'affaires Sean Combs. Motola lui aurait dit « Dans 2 ans, il sera à mes pieds à cirer mes chaussures ». Carré s'est alors Oh. opposé à Motola, lui disant que ce qu'il avait dit était ouvertement raciste, et il aurait réagi en tapant du poing sur la table et en annulant Thanksgiving. Il n'était pas rare que Carré soit témoin de ce genre d'accès de colère, qui devinrent si fréquents que l'interprète de Hero en vint à les appeler les Tommy Tantrums, ce qui signifie les crises de colère de Tommy. Carré accuse également Motola d'avoir ignoré son identité biraciale. Elle explique « Tommy n'a jamais voulu parler de mon identité biraciale. S'il ne disait pas qu'il en avait honte, il refusait toutefois de la mettre en valeur. » La vie sous la direction de Tommy Motola s'est avérée difficile pour la chanteuse, et dans ses mémoires, elle décrit en détail ce qu'elle ressentait lorsqu'elle vivait dans le manoir de Storybook. Ce n'est pas que je n'ai pas les mots pour expliquer ce qui s'y passait, c'est juste qu'il reste coincé en remontant dans mes tripes et qu'il disparaisse dans l'épaisseur de mon anxiété. Au début de pauvre. notre relation, je marchais sur des œufs. Ensuite, c'est devenu un lit de clous, puis un champ de mines. Je ne savais jamais ce qui allait le faire exploser ou quand il allait exploser, et l'anxiété était constante. La pauvre putain. Carré admet avoir d'abord vu dans le contrôle de Motola un moyen de la protéger de sa propre famille dysfonctionnelle, mais elle s'en est vite méfiée. Motola disait à la jeune star tout ce qu'elle voulait entendre. « Tu es la personne la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée » ou « Tu peux devenir aussi célèbre que Michael Jackson », ce que la chanteuse de All I Want for Christmas dit avoir accepté sans broncher. Carré raconte une expérience où Motola s'est mise en colère après qu'elle soit allée au Burger King avec une rappeuse sans sa permission. C'est cet incident qui a poussé Carré à quitter son mari. Pour Carré, sa jeunesse a été marquée par le thème récurrent de la trahison. Ce sont toujours les personnes les plus proches d'elle qui semblent la blesser le plus. C'est dingue. La relation de Carré avec sa mère est encore aujourd'hui tendue et difficile. Elle en est même arrivée au point où la chanteuse n'appelle plus sa mère maman, mais plutôt par son prénom Patricia. Waouh. Carré révèle les troubles émotionnels que sa mère lui a infligés lors d'une période particulièrement difficile de sa vie en 2001. Lors de la présentation à la presse de son film Glitter, qui s'est soldé par un échec, Carré a fait une dépression très profonde et très publique, en raison de la pression croissante du succès et de la sortie imminente de son film. Au cours de cette période, la chanteuse récemment divorcée s'est réfugiée chez sa mère, et après une confrontation entre les deux, la mère de Carré aurait appelé le 911 et la police aurait emmené Carré dans un centre de désintoxication contre sa volonté. En colère contre sa fille, Patricia Carré s'est emportée, et la chanteuse admet que les actions de sa mère l'ont profondément blessée. Elle explique. Au lieu de se rendre compte qu'elle est allée trop loin en appelant les flics, en disant « Oh pardon, tout va bien en fait, je vais m'occuper de ma fille, elle est fatiguée, quelqu'un vous a appelé par erreur », sa réaction était plutôt « Tu m'as défié, alors tu vas goûter à ma vengeance ». Curieusement, Carré admet avoir ressenti un sentiment de soulagement en s'asseyant à l'arrière de la voiture de police. Elle explique. C'est un souvenir très vif que je n'oublierai jamais, mais à ce moment-là, être enfermé dans la voiture de police m'a semblé être une meilleure solution que l'endroit où je me trouvais auparavant. La vie de Carré ne restera pas éternellement ainsi. C'est quand même un vrai délire, hein. C'est un vrai délire. Et avec tout cela, elle n'a pas craqué. Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas eu vraiment de très grandes frasques publiques, hein. Pas exactement, oui, pas autant que Kanye ou Britney, par exemple. Même pas possible de bouffer des des chili cheese tranquilles. Cookie. Perso, j'aime pas tellement son personnage, mais j'approuve beaucoup de sympathie envers elle. Pareil, vraiment. Il y a des trucs dont je n'étais pas du tout au courant et je suis profondément choquée. J'ai l'impression d'avoir vécu sa vie, mais sans les millions de dollars. Et comme quoi, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, tu vois. Même avec des millions, tu peux avoir une vie chaotique, une famille chaotique. C'est ouf. C'est ouf. Vraiment, je suis stupéfaite. Après son divorce d'avec Motola, elle a rencontré et épousé l'animateur de Will and Out, Nick Cannon, avec qui elle a eu 2 beaux enfants en bonne santé. Malgré Ouais, ça aussi, oh là là, la pauvre. Elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre, hein. Nick Cannon, quoi. Oh. leur séparation, sa relation avec Nick Cannon était pour l'essentiel saine et semblait rendre la chanteuse pop heureuse. Il m'écoutait vraiment, explique-t-elle.
Aujourd'hui, ils sont de bons amis et se concentrent sur la coparentalité de leurs enfants, Monroe et Moroccan. La Songbird Supreme a également continué d'élever sa carrière musicale, sortant d'innombrables albums salués par la critique et le public. Elle a même réussi à se faire remarquer à l'écran en apparaissant dans la série Empire diffusée sur la chaîne Fox et en participant à sa propre émission de télé-réalité Maria's World. Malgré Ah oui, je regardais ça, le monde de Maria. Oh là là, sur je regardais. Elle avait une émission de télé-réalité à l'ancienne. Ah, c'était iconique. C'était vraiment iconique. une éducation remplie de traumatismes, la reine des divas ne s'est pas laissée abattre. Aujourd'hui intronisée au Songwriters Hall of Fame et officiellement l'artiste féminine ayant obtenu le plus grand nombre de certifications dans l'histoire des États-Unis, Mariah Carey a franchi toutes les barrières qui se dressaient sur son chemin. Pas mal pour une fille qui vient d'un univers si toxique, n'est-ce pas ? Putain. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt! Oh là là, mais cette chaîne, elle m'a l'air incroyable. Je m'abonne, je donne de la force. On regarde la vidéo Pourquoi Mariah Carey a-t-elle abandonné sa sœur souffrante? Si ça vous dit. Oui, son gosse s'appelle Moroccan. Exactement. Genre marocain, ouais. Monroe et Moroccan. Courage, chat. En vrai, vu ce qu'elle a vécu, elle a le droit de faire sa diva, mais ma parole, d'en arriver là où elle est, avec tout ce qu'on a tenté de lui faire, parce qu'on a tenté de la faire, on va pas se mytho, mais ma parole, je serais pire encore, moi. Puis même, je pense que c'est aussi un alter ego, c'est une sorte de personnage qu'elle se donne pour rester forte, pardon, et garder la tête haute, quoi. Je mets la deuxième vidéo, hein. Donc ça, c'est Pourquoi Mariah Carey a-t-elle abandonné sa sœur souffrante? Ouais, c'est bien celle-là. La vérité sur l'abandon de sa sœur par Mariah Carey. Il y a certains pièges qui viennent avec la célébrité ou le fait d'être dans l'œil du public. L'un des inconvénients les plus évidents et les plus récurrents d'une vie de célébrité est que d'affreux conflits et disputes privées deviennent des discussions publiques ouvertes. De nombreuses célébrités ont dû faire face à l'exposition de leur vie privée au regard du public, surtout Comme la bagarre de Solange et Jay-Z dans l'ascenseur. lorsque ces situations privées sont racontées hors contexte. L'une des célébrités touchées par cette critique publique est Mariah Carey, après avoir été accusée de refuser de payer la facture d'hôpital de sa sœur mourante. Bien que cela semble assez horrible, restez dans les parages pour entendre le contexte complet de cette histoire chaotique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mariah Carey. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mariah Carey est une chanteuse et auteure-compositeur maintes fois primée. Elle est née en 1970 à Long Island, New York, dans une famille composée d'un père afro-américain et d'une mère irlandaise, avec deux frères et sœurs beaucoup plus âgés. Sa sœur, Allison, et son frère, Morgan. Son père était dans l'armée et sa mère était professeure de chant dans un opéra. Mariah a hérité du don de sa mère pour la musique et a commencé à s'y consacrer très tôt. En 1988, alors qu'elle a 18 ans, elle fait ses débuts sur la scène musicale. Ses débuts sont remarquables car elle réussit à faire écouter sa cassette à Tom Mottola, le directeur de Columbia Records. Ça, on a compris. Mottola est rapidement impressionné et se bat même contre une autre agence de disques pour la faire signer. Comme la principale artiste féminine du label, ce qui la met en concurrence directe avec des artistes comme Madonna de Sire Records et Whitney Houston d'Aristas. Heureusement, elle est à la hauteur de la tâche et, lors de la 33e cérémonie annuelle des Grammy Awards, elle remporte les prix de la meilleure nouvelle artiste et de la meilleure performance vocale pop féminine pour son single Vision of Love. Après Mariah Carey, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a une voix. C'est incroyable. Elle a une voix de malade mentale. Son exposition aux Grammys permet à son premier album d'être en tête du Billboard
tout semble aller pour le mieux, mais les choses ne sont pas aussi roses dans sa vie privée. Surtout en ce qui concerne sa relation avec ses frères et sœurs, car une tempête qui couvait depuis des années commence à se déchaîner. Avant de plonger dans ce qui a conspiré entre Maria et ses frères et sœurs, et qui a abouti à l'abandon de sa sœur mourante, jetons d'abord un coup d'œil à l'histoire qu'elle a eue avec ses frères et sœurs et sa famille en général. Les parents de Maria, Patricia et Alfred, se sont rencontrés en 1960 et sont tombés amoureux. C'était 7 ans avant les événements du Loving Day, lorsque la Cour suprême a autorisé la légalisation du mariage interracial aux États-Unis. Vous pouvez donc imaginer que leur relation était assez troublée. Les parents de Patricia étaient fermement opposés à cette union, mais cela n'a pas empêché le couple de se marier. Ils ont rapidement eu leur premier enfant, Morgan, un garçon, et leur deuxième 2 ans plus tard, une fille nommée Allison. Après la naissance de ses enfants, Alfred s'est engagé dans l'armée car il pensait qu'en étant dans l'armée, il obtiendrait le respect que la société ne lui accordait pas en tant qu'homme noir. Ce n'est cependant pas le cas, car alors qu'il travaille à la base militaire, une femme blanche vivant à la base l'accuse de l'avoir violé et il est rapidement enfermé. Oh, Il faudra attendre quelques années pour qu'il soit innocenté et libéré. Alfred ne parvenant pas à obtenir le respect social approprié, sa famille interraciale a beaucoup souffert, en particulier ses enfants. L'enfance de Morgan et Allison a été marquée par les préjugés raciaux des Blancs et des Noirs. Non seulement les enfants ont été témoins des torts constants de la société envers leur père, mais ils ont également dû faire attention à leurs actions pour éviter le harcèlement. Lorsqu'ils sortent en public, ils ne sont généralement vus qu'avec un seul parent à la fois. S'il leur arrive de sortir ensemble, ils abordent séparément leur quartier majoritairement blanc. Leur mère partait souvent devant avec les enfants et leur père noir les suivait. Les 2 enfants ont subi de nombreuses persécutions, comme le fait de voir la voiture familiale exploser et leurs voisins jeter de la viande crue infusée de verre sur leurs chiens. Les mauvais traitements constants de la société et le traumatisme d'Alfred après son séjour en c'est vraiment un délire par contre les actions comme ça. Hein. Ma parole, c'est incroyable. prison ont rapidement eu raison de ce mariage autrefois heureux, et Alfred et Patricia se sont finalement séparés en 1973. Tout cela s'est passé alors que Maria était toute petite. Au moment du divorce de ses parents, elle n'avait que 3 ans. Son frère Morgan avait 13 ans et sa sœur Allison 11 ans. Maria n'a pas connu le même degré de harcèlement racial que ses frères et sœurs aînés. De plus, elle est née avec une peau claire et des cheveux clairs et bouclés, ce qui lui permettait de passer pour une blanche. Lorsque la famille s'est séparée, Morgan et Allison sont allés vivre avec Alfred, et Maria a vécu avec leur mère comme une petite fille blanche bénéficiant des privilèges des Blancs. Elle était même autorisée à assister aux événements familiaux de Patricia, dont Morgan et Allison étaient exclus par leur grand-mère en raison de leur peau et de leurs cheveux plus foncés. Ah, mais ça Ces craint, privilèges ont marqué le début du ressentiment entre frères et sœurs, car Morgan et Allison ont commencé à envier la vie de leur petite sœur. Dans la biographie de Maria, elle se souvient que son frère Morgan était très colérique et s'attirait souvent des ennuis. En décrivant ses frères et sœurs, elle dit que tous les deux étaient intelligents et avaient souvent de bonnes notes malgré leurs difficultés sociales. Allison était intelligente, belle et brillante. Cependant, lorsque la famille a commencé à vivre séparément, les relations se sont refroidies. Non seulement à cause de la distance géographique, mais aussi à cause de la différence évidente de situation sociale. À l'âge de 15 ans, Allison est tombée enceinte d'un soldat. Après mûre réflexion, À l'âge de 15 ans? on a pensé qu'il valait mieux qu'elle épouse le père de son bébé, ce qu'elle a fait. Après l'avoir épousé, elle déménage aux Philippines où son nouveau mari est en poste. Cela divise encore plus la famille. En voyant sa sœur aînée tomber enceinte et devenir elle-même tante à l'âge de 8 ans, Maria s'est jurée de ne pas suivre les traces d'Allison et cela a rendu son adolescence assez pudique. Allison est revenue des Philippines avec son fils à l'âge de 20 ans. Ni Maria ni personne d'autre dans Ah, merde. Donc sa sœur, elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans d'un militaire? C'est tendu, ça. Ni Maria ni personne d'autre dans sa famille ne sait ce qui lui Attends, 15 ans d'un militaire et pour faire l'armée, il faut être majeur. C'est chaud. Et en plus, elle a été obligée de l'épouser. Oh là là. Pas forcément? Ah bon? Tu peux être en poste à l'armée en étant mineur? Ah, ton père est rentré à 16 ans? Ah, je savais pas.
Mais être en poste aux Philippines, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut être majeur, non? Avec autorisation des parents. Ah, d'accord. Ok, donc ça, ok. Ok, donc c'est possible alors. Autant pour moi, mais tu m'apprends quelque chose, je savais pas. Merci beaucoup. Personne d'autre dans sa famille ne sait ce qui lui est arrivé pendant son séjour là-bas. Mais dans son livre, Maria écrit que sa sœur a changé et que son aura est différente. Le calme, la beauté et l'intelligence d'Alison avaient disparu. Elle était maintenant plus rude sur les bords. Bien que Maria ait remarqué ces choses sur sa sœur, elle n'était qu'une fille de 12 ans qui n'avait pas vu sa sœur depuis longtemps. Après le retour d'Alison, elle commence à se fréquenter. Mais Alison, dans son état, n'avait pas grand-chose de bon à offrir à sa jeune sœur. Maria se souvient s'être évanouie à cause du Valium que sa sœur lui a donné, et se souvient aussi d'avoir été laissée en compagnie d'un homme louche qui l'a touchée de manière inappropriée. Oh là là. Pour aggraver les choses, Alison a essayé de la prostituer pour de l'argent, lui a versé du thé brûlant dans le dos, ce qui lui a causé des brûlures au 3e degré, et lui a offert de la cocaïne. Après ces incidents, Maria a réduit le temps qu'elle passait avec sa grande sœur, et Alison a continué. Donc elle avait la vingtaine, sa sœur, quand elle a fait subir ça à Maria à l'âge de 12 ans. C'est hyper maléfique. Pourquoi tu fais ça? Continuer sur sa voie destructrice après être retournée à Long Island sans pouvoir trouver de travail. Elle a rapidement commencé à vendre son corps pour de l'argent et des drogues. En 1985, elle s'est remariée Attendez, sa sœur est devenue... Non, attendez, je remets en arrière. au 3e degré et lui a offert de la cocaïne. Après ces incidents, Maria a réduit le temps qu'elle passait avec sa grande sœur, et Alison a continué sur sa voie destructrice après être retournée à Long Island sans pouvoir trouver de travail. Elle a rapidement commencé à vendre son corps pour de l'argent et des drogues. Oh En là 1985, elle s'est remariée et a eu son 2e fils en 1987. En 1988, elle a été testée positive au sida, et en 1989, elle a divorcé de son second mari. Sa fille étant en proie à une spirale destructrice constante, Patricia décide d'intervenir et de rendre visite à sa fille et à son petit-fils. L'état pitoyable dans lequel elle voit le garçon l'amène à engager une bataille pour la garde de l'enfant contre Alison. À cette époque, Maria commence à être reconnue sur scène. Elle essaye d'aider et de soutenir sa sœur avec l'argent qu'elle gagne. Elle paye de nombreuses fois pour qu'Alison aille en cure de désintoxication et en thérapie, et bien qu'elle parvienne parfois à faire quelques progrès, elle retombe en général dans ses travers. Bien que son frère Morgan, qui avait autrefois travaillé comme producteur de musique, s'en sortait plutôt bien, Maria était celle qui gagnait le plus d'argent dans sa famille. Dans son livre, elle dit qu'elle était souvent considérée comme un distributeur automatique de billets, car elle distribuait fréquemment de l'argent à sa famille proche et étendue. Elle Comme à chaque fois, l'histoire se répète. Dès que t'as du pognon, ma parole, c'est... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il n'y a plus de lien du sang, il n'y a plus rien du tout. Tu deviens une vache à lait. T'es rien d'autre à part ça. Michael Jackson, Britney Spears, il y a qui d'autre encore? Il y a tellement d'exemples chez les célébrités. Il y a tellement d'exemples. C'est chaud, vraiment. C'est abusé. explique comment elle s'est occupée des enfants d'Alison. Elle a mis en place un fonds fiduciaire pour les enfants d'Alison et a payé pour que Sean, le premier fils d'Alison, reçoive une éducation à la Harvard Law School. Oh, Il est aujourd'hui diplômé de Harvard et vice-président des affaires commerciales et juridiques de la Major League Baseball. Maria et lui, qui n'ont que 8 ans de différence, sont toujours très proches et il est considéré comme un membre de son cercle intime. Au fur et à mesure que les années passent et que la relation de Maria et ses frères et sœurs se détériore, ils disent souvent des choses aux médias sur sa vie privée, ce que Maria n'apprécie pas. Puis en 2020, elle a publié son autobiographie The Meaning of Mariah Carey, et une bataille juridique a commencé entre son frère Morgan et elle. Il la poursuit pour diffamation. En effet, dans son livre, elle raconte qu'il a grandi dans la colère et qu'il s'est battu avec leur mère pour avoir le droit de sortir avec sa voiture. Elle a également écrit qu'elle avait souvent l'impression de devoir se protéger, elle et sa mère, de son frère. Morgan n'a pas apprécié cette représentation de sa personne. Suite à cela, Alison a également poursuivi Maria pour plus d'1 million de dollars en raison de ses affirmations selon lesquelles elle avait été nourrie au Valium par sa sœur et s'était... Ah mais les bâtards, ils l'ont tous attaqué. En plus, elle les a aidés financièrement et tout. Et une fois qu'elle a fait son autobiographie où elle raconte sa véritable histoire,
Ils l'ont attaqué en justice, les bâtards. Non, c'est trop. était évanouie. La bataille juridique a été assez intense et publique. En fait, La les honte. problèmes familiaux de Maria sont publics depuis 1994, lorsque sa mère s'est battue contre sa sœur pour la garde de Sean. 5 ans plus tard, en 2016, ces problèmes familiaux sont redevenus publics lorsque sa sœur a fait une vidéo suppliant Maria de l'aider à régler ses dettes médicales alors qu'elle était mourante. Maria, qui désignait alors Allison et Morgan comme son ex-sœur et son ex-frère, a reçu de nombreuses critiques. Tout d'abord, beaucoup de gens la considèrent comme une personne sans cœur et avare, car la chanteuse a une valeur nette de près de 400 millions de dollars à l'époque, et son refus d'aider sa sœur à payer les factures nécessaires consterne le public. Deuxièmement, beaucoup de ces personnes ne savaient presque rien de son histoire avec ses frères et ses sœurs. Morgan l'a aussi, à cette époque, qualifié publiquement de monstre. Il a aussi dit que tout ce que Allison demandait à Maria, c'était de changer pour elle, surtout que son fiancé était milliardaire. Mais malgré les nombreuses réactions, Maria est restée ferme dans sa décision de ne pas aider sa sœur. Heureusement, certains de ses fans et d'autres membres du public étaient de son côté. D'autres rappellent que Sean, le premier fils d'Allison, s'en sort également très bien financièrement Bah ouais. et n'est pas intervenu pour aider sa mère. Grave. Finalement, l'histoire a cessé de faire les gros titres après avoir suscité un tollé général. Voilà les raisons profondes qui ont poussé Mariah Carey à abandonner sa sœur mourante. Qu'en pensez-vous ? Qu'auriez-vous fait si vous étiez Maria ? Ben, je la laisserai claquer. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, moi. En plus, tu te sers des médias pour encore me salir, pour me faire passer pour le monstre, pour mendier, que je vienne payer tes factures, alors que grâce à moi, j'ai payé. Grâce à moi, ton fils, il a réussi dans la vie. J'ai essayé de te sortir de la merde. J'ai payé tes cures de désintoxication. Tu m'as attaqué en justice. Tu as essayé de me prostituer. Tu m'as drogué et tutti quanti. Mais tiens, tiens. Ah non, moi, je m'en battrais les steaks. Rien à foutre. La famille toxique, le retour. Putain, ouais, il y en a plus qu'on le pense, hein. C'est incroyable. Un culot, j'ai jamais vu ça. Quelle bande de connards. Même sans être dans la lumière, il y a ce genre de problématique dans les familles. C'est régulier, hein, sachez-le. Hein. Mais quand même, à ce point, oh, je sais pas comment elle a fait pour pas péter un câble. Hein. Tu vois pas? T'es là et tout, genre tu vis ton moment, tu deviens une star planétaire et tout, et puis il y a tes frères et sœurs qui viennent qui te foutent la misère. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt! C'est un vrai délire, hein. Franchement, c'est un vrai délire, hein. La route du Parce que je sais pas comment elle a fait pour garder son calme. Vraiment. Tes propres frères et sœurs, ils te font ça? C'est quand même chaud. Vraiment, c'est vraiment chaud. Vous voulez qu'on regarde la vidéo sur la querelle entre Eminem, Mariah Carey et Nick Cannon ou pas? Elle dure 9 minutes. Dites-moi. Je regarde en même temps ce qu'il y a sur la chaîne. On va essayer de rester ce soir dans le thème Mariah Carey. Et la semaine prochaine, on regardera d'autres choses. Oula! Les secrets de Beyoncé et Jay-Z sacrifice. Oulala! L'univers obscur de Didi et les conséquences mystérieuses pour ses dénonciateurs. Il y a des choses super intéressantes là. Allez, let's go, on regarde le conflit avec Eminem. Et vendredi, on regardera la vidéo sur Jay-Z comment ça s'appelle, merde. Jay-Z et Beyoncé, là, sur cette chaîne, elle m'a l'air pas mal. On la regardera aussi.
Allez hop, c'est parti. Vous vous rendez compte quand même que dans ce clip, Maria s'était déguisée quand même en Eminem. Maintenant, je pense à toi quand j'entends Doja. Ah bon? Ah, t'es un amour, chat. T'es un amour. T'inquiète, ça va aller. Obsessed, l'histoire mesquine derrière l'interminable querelle entre Mariah Carey et Eminem. On va parler ici de rancune. Alors si vous pensiez que la querelle entre 50 Cent et The Game était interminable, le clash dont nous allons parler entre ces deux icônes de la musique semble durer depuis une éternité. Inspirant l'un des plus grands morceaux dissidents de tous les temps, la longue querelle entre Eminem et la diva Mariah Carey a été un moment mémorable. Non seulement parce qu'elle a eu le courage de s'opposer à l'un des garçons en or du rap, mais aussi parce qu'elle est la seule non-rappeuse à le faire et une femme de surcroît. Inspirant une vague de coups dissidents entre les deux, des disputes ont été échangées, des messages vocaux ont été divulgués et de l'huile a été versée sur un feu déjà brûlant, tout cela à cause de rumeurs infondées et d'un ego meurtri. Oh. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mariah Carey et d'Eminem. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Obsessed n'est pas seulement le titre d'un des plus grands tubes de Mariah Carey, inspiré par son stan de longue date, car il décrit aussi l'obsession de tout le monde pour l'un des plus grands dramas de la musique. Mariah Carey et Eminem sont tous deux des icônes dans leur propre style, enchaînant les singles à succès. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est que ni Mariah Carey ni Eminem ne reculeront jamais devant une bonne vieille guerre de studio. Surtout Eminem, qui a la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche et a déjà eu affaire à une longue liste d'autres célébrités qui n'ont jamais osé affronter le seul et l'unique Slim Shady. Moi, perso, je vous le dis, je suis une fan incontestable de Eminem. J'adore Eminem. Depuis toujours. J'ai toujours adoré ses sons, machin. Même si, voilà, c'est un personnage un peu controversé avec les shades et tout ça qu'il a pu faire à certaines femmes dans le milieu. J'ai toujours kiffé Eminem, je vous jure. De la querelle absurde avec la jeune Christina Aguilera en 2001, la même année où il a déclenché sa querelle avec Maria, au règlement de compte avec sa propre mère et la mère de sa fille, inutile de dire que tout le monde en a pris pour son grade. À l'époque où Marshall Mathers était en pleine ascension au début de sa carrière, tout le monde voulait goûter aux spaghettis de sa célèbre mère, y compris Mariah Carey elle-même. Après avoir contacté Mariah Carey dans l'espoir de sceller une collaboration pour son album de 2002 Charm Bracelet, les deux avaient prévu de se rencontrer pour discuter business et c'est ce qu'ils ont fait. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pendant qu'ils étaient de sortie, les rumeurs selon lesquelles Mariah Carey et Eminem étaient plus que de simples associés ont commencé à circuler, ce que les médias ont bien sûr avalé sans poser aucune question. Comme nous le savons tous, les rumeurs concernant des célébrités qui sortent ensemble ne sont pas nouvelles, et la plupart du temps, les deux concernés tentent de garder le secret jusqu'à ce que la nouvelle soit officialisée. Mais ça n'a pas été le cas pour Slim Shady apparemment. Eminem a su... Oh. J'ai eu peur. Il n'y a pas une semaine, je le mets pas dans mes stories Insta. Ah, moi, je l'adore. Slim Shady. Il est beau en plus, je trouve, Eminem. Hein. Il a un style particulier, mais je sais pas, je trouve qu'il a un super beau visage. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Il changeait totalement du stéréotype rappeur américain. J'ai toujours adoré. Et ses clips aussi, qu'est-ce qui me faisait rire. Oh, j'adore Eminem. a suggéré que lui et Maria sortaient en secret ensemble et que le mariage n'était pas loin. Plus sérieusement, il confiera plus tard qu'ils étaient en couple pendant 6 ou 7 mois avant d'y mettre fin. Non. De son côté, Maria précise que voir quelqu'un seulement 4 fois n'est pas vraiment ce qu'elle appelle avoir une relation. Elle décidera donc de nier ces rumeurs à maintes reprises, même s'il est possible que ce soit la vérité. Attendez, genre Mariah Carey et Eminem, ils sont sortis ensemble? Qu'est-ce que c'est que ce multiverse encore? C'est vrai ça?
La musique est ce qu'ils font de mieux, et c'est dans le studio qu'Eminem a décidé d'exprimer tous ses sentiments sur le déni de Maria. Sous le nom de Shady, Eminem commença à parler de Maria dans ses paroles. La première référence date de 2002 lorsqu'il la mentionne non pas une mais deux fois sur ses chansons Superman et When the Music Stops de son album The Eminem Show. Il rappe audacieusement. Qu'est-ce que tu essaies d'être? Ma nouvelle femme? Quoi? Tu es Maria? Il fait allusion à Maria qui a pris l'avion pour venir le voir et continue de chanter les paroles. Tu me prends pour un clown? Tu fumes du crack? Et il supplie ensuite Maria de le reprendre. Après la sortie des chansons et de l'album, les tabloïds se sont emparés de l'affaire et l'encre a coulé à flot. Eminem a avoué, sans qu'on lui demande et sans qu'on le questionne, que lui et l'une des plus grandes artistes d'aujourd'hui étaient en couple, confirmant au magazine Rolling Stone ce scoop et ajoutant qu'il n'aimait pas vraiment Maria en tant que personne et qu'ils n'allaient pas très bien ensemble. Une fois la nouvelle arrivée aux oreilles de Maria et de son camp, un titre en rapport avec l'histoire a été composé sur son album Charm Bracelet, le morceau Clown, servant d'attaque contre Eminem. Dans la chanson, Maria s'exclame « Tu n'aurais jamais dû insinuer que nous étions amants alors que tu sais très bien qu'on ne s'est jamais touché. Je dois te le dire délicatement, imbécile, venir te voir en avion ne signifie rien. Mais je suppose que tu n'as rien compris. C'est comme ça que je fonctionne. » En d'autres termes, cela ne voulait rien dire pour elle, car elle avait l'habitude de se déplacer souvent de cette manière pour aller voir des gens. Elle l'en... Ça aurait été du niveau Beyoncé, Jay-Z, niveau influence sur le milieu musical. Mais grave, quel couple de ouf! Donc en fait, Eminem, il avait le seum. Il avait le seum, il était piqué d'elle en fait. Il était piqué de Maria. Et il a rendu ça public. Ça, c'est pas cool. Si elle voulait pas que ce soit public, c'est pas cool de l'avoir divulgué. pour aller voir des gens. Elle l'a ensuite qualifié de clown et de marionnette sans le nommer directement. Pendant la tournée de promotion de son album, comme on pouvait s'y attendre, Maria a été assaillie de questions sur sa relation avec Slim Shady. Pour tous les curieux, Maria a confirmé qu'elle niait en bloc toute relation entre elle et Eminem. Évidemment, les questions typiques "Es-tu sorti avec Eminem" surgissent à chaque fois qu'elle s'assoit pour donner une interview et elle nie toujours tout en bloc. Lors de sa participation à l'Oprah Winfrey Show et au Larry King Show, où ils lui ont posé les mêmes questions, Maria utilisa l'un de ses mèmes les plus iconiques et avoua au monde entier « Je ne le connais même pas, ou du moins je ne sais pas de quoi il parle ». Elle a ensuite fait preuve d'un peu plus de maturité et répondit sérieusement « Si nous vivions dans une autre réalité, peut-être, mais dans celle-ci, pas vraiment ». Maria ne se laissait pas faire. Lors de la performance de Clown, ça n'a pas empêché un danseur d'avoir les cheveux décolorés en blond avec un maillot de Détroit pour incarner Slim Shady. Oh, ok, ça tirait à balles réelles. À votre avis, c'était un vrai bif ou c'était marketing? Apparemment, c'est le monde des célèbres, tout le monde est sorti avec tout le monde. Oh là là, encore les Marseillais. N'empêche, ils auraient été beaux ensemble. Ouais, moi je trouve. Ça aurait pu être un couple de ouf, un couple goal. Carrément. C'était en effet très douteux. Le temps est ensuite passé et tout le monde se disait que l'eau avait coulé sous les ponts avant qu'Eminem décide de faire monter les choses d'un cran en diffusant des messages vocaux hauts et forts au milieu de l'une de ses performances. Imitant la voix de Maria, les messages vocaux demandent « Pourquoi on ne se voit plus? Pourquoi tu ne m'appelles plus ?» Cette provocation ouvrit la boîte de Pandore encore plus grande, mais la vraie question est de savoir si c'est vraiment Maria qui se cache derrière cette voix. Le temps passe encore et la querelle se calme. Enfin, du côté de Maria. Eminem, quant à lui, continue de citer Maria pendant des années. Il la cite dans une autre chanson, Jimmy Crack Corn. Vos esprits sont sur nous comme les miens sont sur Maria, et vous êtes tous comme elle, vous êtes tous des menteurs. Oh. C'est à l'émission de radio Shade 45 qu'il Ah oui, il a pas lâché l'affaire quand même. Hein. s'apprête à lâcher d'autres noms, disant à l'animateur ainsi qu'aux auditeurs que Maria et lui avaient bien été en couple, mais qu'elle était juste trop diva à son goût. Et voilà qu'arrive le fameux Bagpipes from Baghdad, le morceau décidant qu'il sort sans aucune pitié contre Maria et son mari Nick the Fertilizer Cannon. Dans la chanson, il demande de The Fertilizer Cannon. Ah, la punchline du turfu. The Fertilizer Cannon. Ah, j'en peux plus. Ouh là là.
Dans la chanson, il demande de manière vulnérable ce qui s'est passé entre lui et sa petite amie d'autrefois et pourquoi ils ont dû rompre avant d'appuyer sur la gâchette et de passer directement à l'acte. Nick décida de défendre sa femme de l'époque. De son côté, Maria était bien trop occupée à créer l'un de ses meilleurs titres le plus téléchargé de tous les temps. En 2009, elle sort son tube Obsessed, inspiré par Eminem lui-même. Bien qu'il n'y soit jamais nommé, il est évident qu'elle fait référence à lui dans son clip, tout aussi pertinent sur le plan culturel, qui montre un fan qui ressemble à un harceleur, un stan si vous voulez, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Eminem. Marshall Mathers lui-même, joué par Maria elle-même. Eminem est tombé sur la chanson et le clip car à cette époque on l'entendait partout. Furieux de cette provocation flagrante par rapport à son image et à ses aveux, il revient à la charge en sortant The Warning, dans lequel il rappe sur leur relation, répétant qu'elle avait pris l'avion exprès pour venir le voir et Ah ouais, il a pas lâché l'affaire en fait. Hein. Il était obsédé, il voulait pas se l'avouer. Kanye sort de ce corps. Ma parole, il nous a fait une Kanye. C'est le même comportement. Oh là là. alléguant même qu'elle était alcoolique avant de l'insulter copieusement. En 2010, il change d'avis et décide finalement d'enterrer la... En 2010, sérieux il change de l'insulter copieusement. En 2010, il change Attendez, j'ai entendu, il a traité d'alcoolique? pris l'avion exprès pour venir le voir et alléguant même qu'elle était alcoolique avant de l'insulter copieusement. Oh, En c'est pas 2010, bien. il change d'avis et décide finalement d'enterrer la hache de guerre. Du moins, c'est ce que nous pensions. Il dit à Vibe Magazine qu'il ne voulait plus aborder sa relation avec Maria et a admis que sa chanson Bagpipes from Baghdad était un peu dure contre elle. Après la séparation de Maria et de Nick, et une demi-décennie plus tard, Nick décida de défier Eminem dans un battle de rap, mais Eminem n'y prêta pas beaucoup d'attention. Comme les gens sont Calme-toi, Nick. Doucement, Nick. C'est- T'as de l'ambition, mais tranquille. Qui peut battre Eminem dans une battle de rap? Qui? Pas toi. doutés, Eminem n'en avait pas fini avec cette histoire et est revenu à la charge comme il le fait depuis 18 ans. Ah, Slim c'est Shady long. était à nouveau de retour avec Lord Above, une collaboration avec le rappeur Fat Joe. Qu'avait-il à dire cette fois-ci? Je sais que Maria et moi n'avons pas fini sur une bonne note, mais cet autre mec a été battu. Ça l'a castré. J'ai essayé de lui dire que cette fille était cinglée avant qu'il ne se fasse couper les bijoux et j'ai failli me faire botter le cul. Si tu ne démissionnes pas, Nick, je la laisse aussi m'arracher les bijoux de famille avant de perdre contre toi. Nick a répondu en traitant Eminem de grand-père et d'autres insultes, mais tout ça est une autre histoire que j'aborderai une autre fois. En ce qui concerne Maria, cette situation est à présent une vieille histoire et dans ses mémoires, The Meaning of Mariah Carey, la rumeur dit qu'Eminem serait cité dans son livre, ce qu'elle a nié en bloc. Lorsque Variety lui a demandé plus tard si elle l'avait vraiment cité, Maria déclara qu'elle ne citait pas les gens qui n'étaient pas importants pour elle. L'année dernière, pour célébrer l'anniversaire de Obsessed, elle a participé au défi TikTok Wipe Me Down en se déguisant en Eminem juste pour rire. Le Slim Shady de la vieille école aurait mal pris la blague, l'aurait retourné contre Maria et aurait fait de sérieux dégâts. Mais le nouveau Shady d'aujourd'hui est plus mature et il n'y a pas prêté attention. Peut-être a-t-il finalement mis un terme à ce conflit vieux de plusieurs décennies? Ou peut-être que nous parlons trop vite, et qu'une résurgence de leur longue querelle pourrait être en train de se préparer, attendant d'être déclenchée à tout moment. Alors, quelle est la vérité? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. Mais du coup, ils sont sortis ensemble ou ils sont pas sortis ensemble? 18 ans qu'elle traîne cette histoire, bordel. C'est un délire. Mariah Carey et Eminem. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée spéciale Mariah Carey? Moi, je suis choquée. Je vous le dis honnêtement, je savais pas tout ça. Je savais qu'il y avait des histoires un peu particulières avec sa famille et tout. Mais de là à apprendre tout ce qu'on a appris dans ces vidéos, waouh. Franchement, choquée. Je suis vraiment choquée. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous donne plein de courage, plein de force. Et on se retrouve vendredi, 20h dans la navette. Merci pour ce soir. Merci pour les nouveaux. Merci pour tout. Merci pour les subs. Je vous fais des gros bisous. Merci, vous êtes les bestes. Passez une excellente soirée. Passez une bonne nuit. À vendredi. Bisous.
Ciao la mif. Real hot girl shit.